Voilà donc la présentation du document Mon projet de vie. Je vais rapidement le parcourir et surtout m'attarder sur la boîte à outils qui se trouve à la fin. Donc nous avons déjà survolé la première page qui est donc l'ensemble des étapes qu'il faut franchir pour définir ce projet de vie, en gardant bien en mémoire le fait que on a besoin de chacune des étapes pour remplir les autres. Donc, c'est un travail itératif qui se fait, qui prend du temps et qui ne nécessite pas un travail immédiat dans la continuité, mais des reprises, laisser venir, revenir sur le projet, etc. Donc, les premières pages sont les mises en problème. Nous reviendrons sur l'approche projet qui vont nous permettre de définir alors quelques grands domaines de problématiques qui sont liés à l'emploi, à l'apprentissage, aux relations, à la difficulté de communication, difficultés familiales par exemple, ou relationnelles avec des pairs. Et puis ensuite, les problèmes plus délicats qui sont de l'ordre de la souffrance psychologique et qui sont peut-être liés à une rupture amoureuse, un deuil, une difficulté importante qui déstabilise. Alors ensuite, il va y avoir le besoin de créer une visualisation mentale qui est à la fois une vision du passé, le livre d'or, les réussites, les rebonds, les échecs, les souffrances, la vision du présent qui concerne d'un contexte local à un contexte international, les menaces et opportunités politiques, sociales, économiques, sécuritaires, familiales, etc. Et enfin, ce qui est le plus important, c'est la vision du futur. Dans quel domaine je veux développer mes compétences, qu'elles soient sportives, professionnelles, relationnelles, quelles sont mes ressources pour vivre et qu'est-ce que je veux développer dans le trimestre qui vient, dans les 2 années qui vont suivre, dans les 5 années au total. Donc une focalisation un trimestre, 2 ans et 3 ans successifs. Ensuite, il y a la carte des compétences. Où est-ce que j'en suis aussi bien professionnelle que de santé, de ressources psychiques, domestiques et familiales. La carte des héritages. Qui est-ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui? Comment j'ai été influencé? Quelles sont mes croyances, mes représentations du monde qui sont acquises via les parents, la famille, les amis, les relations et aussi, de manière de plus en plus importante, les médias. La carte des possibles, ce sont les différents domaines d'activité possibles de réaliser comme métier, comme formation, pour des métiers ultérieurs et aussi pour les loisirs, pour les actions associatives, la citoyenneté. Voilà. Ensuite, quels sont mes besoins fondamentaux? Comment je les satisfais? Qu'ils soient d'ordre biologique, qu'ils soient d'ordre sociologique et culturel, relationnel. Comment les satisfaire dans le présent, le court terme et le futur? Comment ça peut évoluer? Quelles sont les contraintes de dépendance à accepter pour les satisfaire? En point 7, ce sont les différents plans de vie. Travail, ressources, découverte, apprentissage, valeur et sens de la vie, santé, corps, intellect, couple, famille, grande famille, réseau relationnel, loisirs et sport. Et enfin, pour conclure, une vision globale du projet de vie en gardant les mêmes échéances et en rajoutant le mois en cours, par exemple, c'est celui qui va permettre de formaliser le projet. Et si on le fait par exemple en décembre, eh bien on pourra démarrer
la première tranche entre janvier et mars, qui est le premier trimestre, dans les domaines du travail, des compétences, de la famille, des relations, les loisirs sportifs, les loisirs culturels, et on peut en ajouter, évidemment. Donc, j'arrive au chapitre 9, qui sont les outils de pilotage. Alors, ces outils de pilotage vont être ici présentés de manière très synthétique. Pour approfondir, eh bien, j'ai de nombreuses vidéos. J'ai des vidéos qui vont être construites à partir des multiples supports de présentation et des formations que j'ai déjà animées. Il y a aussi mon livre, publié chez AFNOR, apprendre à gérer une équipe en 10 jours, qui permet d'avoir les fondamentaux en 127 pages, gestion de temps, gestion des projets, résolution de problèmes, communication et d'autres points encore. Et donc, on va commencer par la méthode 1 pour la mise en forme d'un projet. Alors, on parle d'un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est un écart entre ce qui est et ce que l'on voudrait qu'il soit. Cet écart peut être un écart dans le choix professionnel, dans le niveau de compétences acquises. Donc, ce qui est important, c'est de définir le sens de ce projet. On décrit la situation actuelle au moment où on se pose la question de ce problème. Ensuite, on définit, on caractérise l'écart, les objectifs et le but final. Un but doit être attractif, motivant, réaliste, c'est-à-dire réalisable. Les objectifs successifs vont permettre de franchir des étapes pour tendre vers ce but. Donc, il va falloir identifier les problèmes et les solutions pour avancer dans le projet. Et j'ai proposé au départ 3 grandes familles de problèmes qui chacun se décompose en 3 sous-problèmes, ce qui nous fait une petite dizaine de problèmes à traiter et qui vont constituer l'ossature du projet de vie. Ce sont les écarts que l'on veut réduire, que l'on veut supprimer ou que l'on veut transformer en réussite, en succès. Alors, formaliser le projet pour que les autres le comprennent. 2 petites formules. E égale MC2, la formule d'Einstein. L'excellence d'un projet, c'est le produit de la motivation par les compétences et multiplié encore par la communication. Un projet marche bien si on le communique. On le communique à soi déjà, en laissant une trace écrite, et on les communique aux autres pour avoir des ressources, des avis, des conseils, ce qui ne nous oblige pas de les suivre, mais qui nous ouvre la fenêtre de perspective à prendre en compte. Et le deuxième, c'est ESF, l'école de ski français. Eh bien, pour formaliser un projet, il faut lui donner du sens. C'est la question du problème qui va au but. Il faut lui donner de l'énergie. C'est le comment on va traiter le chemin à partir des causes qui créent le problème, en trouvant des solutions, des actions, des stratégies qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs successifs. Et enfin, le F, c'est la formalisation d'une manière synthétique pour que ce projet soit communicable et mémorisé dans notre tête, dans notre inconscient. Alors, méthode de communication, c'est un deuxième outil, car très souvent, quand nous travaillons, nous sommes en relation ou dans la famille, nous sommes confrontés à des difficultés de communication. Le but de cette méthode est de donner du sens à ma communication. Qu'est-ce que je veux communiquer? Est-ce que je suis compris?
Donc, je dois décrire la situation dans laquelle je rencontre mon problème, décrire les causes qui créent le problème, les positions, on l'a vu juste avant. Bien distinguer dans une discussion à deux sur un problème de communication, quel est mon problème, celui que j'ai à résoudre, quelles sont mes attentes, quel est son problème et qu'il a lui-même à résoudre personnellement, et quel est notre problème commun à résoudre ensemble. Par exemple, je suis dans un profil psychologique tel que je m'exprime plus facilement par dessin. L'autre, lui, il est beaucoup plus auditif et il s'exprime essentiellement verbalement et par métaphore, par exemple. Eh bien, mon problème, ça va être de traduire mes dessins en phrases. Son problème, ça va être de concrétiser ces métaphores par des petits schémas. Notre problème commun, ça va être de se mettre d'accord pour trouver des canaux de communication qui nous permettent d'avancer ensemble. Voilà. Ce n'est qu'un exemple très simple. Alors, un des grands outils pour mieux communiquer, c'est la communication assertive et non violente. Les malentendus naissent aussi de la grande difficulté à se comprendre dans le quotidien, dans le sensible et dans l'émotionnel. L'apprentissage de l'écoute, de la communication non violente et de la communication assertive sont des outils, des méthodes, voire des recettes qui peuvent faciliter et surtout enchanter la vie de couple, mais aussi toutes formes de relations. Alors, l'écoute, c'est un sujet à part entière qui nécessite une formation spécifique que je développerai dans un autre outil. J'ai aussi déjà une vidéo dans la posture des dents qui traite de toute cette problématique. Alors, je vais juste ici présenter une petite recette en 5 étapes. Apprendre à considérer les faits et les paroles de l'autre dans le contexte de l'autre, sans préjugés ou interprétation, comme la création d'un contexte imaginaire pour donner du sens. Apprendre à accepter ce qui est dit. Apprendre à son tour à exprimer son ressenti au lieu de critiquer l'autre. Qu'est-ce que je ressens en écoutant ce que tu me dis? Apprendre à comprendre la parole de l'autre par empathie et mise de côté momentanément de mes désaccords personnels. La posture est la suivante. Pourquoi et pour quel but l'autre dit ce qu'il dit? Il faut donc poser des questions pour essayer de comprendre pourquoi il dit ce qu'il dit. Apprendre à communiquer clairement ses propres besoins, pas ceux des autres, sa demande, ses attentes. Je dirais que le sens de ma communication est toujours donné par la réponse que j'obtiens. Si la réponse n'est pas bonne, c'est que je n'ai pas été compris. Alors, traiter des malentendus en temps réel, c'est-à-dire communiquer sur notre mode de communication, c'est comme enlever les graffitis sur un mur immédiatement, ça empêche leur prolifération. Cela relève de l'hygiène de vie et d'une bonne grammaire relationnelle. La bienveillance du vivre ensemble, au quotidien et aussi vis-à-vis des autres en devient la richesse du couple et de la vie relationnelle en général. Alors là, nous allons aborder des outils qui permettent de mieux discerner. Le but, c'est d'accroître la maturité de pensée, la façon dont on construit notre regard sur le monde, notre carte du monde. Apprendre à repérer les nuances, à trouver des compromis, à équilibrer les points de vue et regard sur les autres, à repérer les influences et à les contrôler, les choisir. Alors, quelques petits outils.
face à une situation, à un problème ou à un ressenti d'une personne, eh bien, on peut travailler sur un premier tableau qui consiste à équilibrer les regards positifs ou négatifs, les qualités ou les défauts de l'objet observé, de la personne observée. Il faut savoir que toute qualité porte en elle son propre défaut et tout défaut porte en lui-même sa qualité. Tout dépend de quel regard on porte sur la personne ou sur la situation analysée. Alors, ce tableau nous permet d'être dans l'indécision rationnelle. Il n'y a pas un côté qui penche plus que l'autre, ce qui nous permet d'ouvrir une carte homogène et se rapprocher de l'objectivité. Un deuxième tableau est un peu plus performant, c'est-à-dire qu'on va regarder à la fois dans le présent les points faibles et les points forts, toujours les mêmes 5 critères, et en même temps, on va évaluer pour le futur quelles sont les menaces et les opportunités. Et il faudrait au mieux que ce tableau soit équilibré, soit il y a 3 points forts, 3 points faibles, 3 menaces, 3 opportunités, ou alors 5 points faibles, 5 menaces, 5 points positifs et 5 opportunités. J'invite donc à essayer d'observer le monde à travers une grille non jugeante qui ouvre les yeux par une approche beaucoup plus perceptive. Alors, pour bien communiquer, il y a aussi l'idée d'apprendre à se vendre. Alors, il y aura un support de formation sur la démarche commerciale, mais apprendre à se vendre, c'est apprendre à bien communiquer à la fois ses attentes, ses besoins et ses désirs. La méthode de 3C est une méthode que j'ai apprise il y a très très longtemps, concerne donc la démarche de vente. D'abord, comprendre et connaître le besoin de son interlocuteur, c'est le premier C. Convaincre l'interlocuteur que l'on peut satisfaire une partie de ses besoins, qu'on peut lui apporter plus que ce qu'il demande. Et le troisième C, c'est conclure. Mettre son interlocuteur en situation où il pourra donner un avis favorable à poursuivre la relation. Le premier objectif est donc de convaincre de réaliser une entrevue, et pour cela, il va falloir bien entendu comprendre et connaître ce qui pourrait freiner cette réalisation. Et ensuite, donc, on utilise les 3 C déjà pour réaliser une entrevue. Le second objectif, c'est de créer une relation de confiance dans la continuité. Et il vaut mieux ne pas obtenir un contrat, qui est le troisième objectif, une satisfaction de ses attentes, que de perdre la relation de confiance. Ce n'est pas toujours du premier coup qu'on gagne, mais construire une relation de confiance est excellent, très très important. Alors, pour bien se connaître, il y a aussi des outils de test psychologiques. Je ferai une petite vidéo là-dessus avec les tests du MBTI, les tests de comportement liés à une situation normale ou de stress et les tests de posture ou de canaux de communication. Donc là-dessus, j'insisterai sur un outil qui permettra pour chacun de ces tests de vous aider à mieux connaître comment vous réagissez, dans quel profil psychologique vous êtes principalement, en sachant que tout ça, ça change en fonction du travail que l'on fait sur ce questionnement. Alors, le troisième outil,
c'est la visualisation mentale. Cet outil est très important, en particulier pour le projet personnel ou intime. Un projet de ce type a pour but de se faire évoluer, d'évoluer par soi-même, de développer des connaissances et des compétences, des postures. Alors, le projet intime a pour finalité de se rendre plus libre, plus heureux, et ceci dans la durée. Il peut permettre de se détacher aussi d'un passé douloureux, de croyances perturbantes. Un projet de ce type permet de s'ouvrir aux autres. Ce sont les autres qui nous construisent et qui vont nous faire grandir. Donc, il va falloir apporter de l'attention à ce que les autres disent. Et il faut aussi savoir que c'est par ce type de projet que l'on va se procurer la joie profonde de vivre. Pour réaliser un projet intime, l'essentiel est de le visualiser mentalement, de le mémoriser, de l'écrire et de le revisiter de temps en temps. Le reste viendra naturellement car le cerveau restera en éveil permanent sur ce projet. C'est notre cœur de vie, notre appétit de vivre qui doit se concrétiser dans cette visualisation. Pour les projets relationnels avec d'autres, évidemment, il faut beaucoup plus de documents. Mais quand on a bien construit sa vision du futur, sa visualisation mentale, eh bien, ça va avancer beaucoup plus vite vers les buts que vous fixez. Comment s'entraîner à la visualisation mentale? Eh bien, on peut distinguer la vision du passé et, entre autres, celle du mauvais souvenir qui paralyse l'action, la vision du présent, du monde dans lequel on vit et la situation dans ce monde, et la vision du futur qui trop souvent ne pèse pas beaucoup dans le cerveau de chacun. Cette vision du futur comprend deux faces, celle de l'évolution probable du monde et celle intime du chemin que tu voudras parcourir dans ce monde. Alors, autant la première, l'avenir, ne peut pas être pensé ni prévu, on a bien des tendances, mais c'est très, très peu, je dirais, prévisible. Autant la vision de mon futur intime, de ton futur intime, sera celle des compétences que tu veux développer pour pouvoir t'adapter à cet avenir plein d'inconnus. La mémoire du futur est l'inscription dans ton cerveau de cette vision, celle de tes futures compétences, de tes futurs buts aussi. Mais ces buts vont être adaptés à l'avenir qui est incertain. Une mémoire équilibrée donne autant de poids à la mémoire du présent et du passé. Dans le passé, c'est principalement le livre d'or des réussites et des rebonds. Cette mémoire équilibrée doit donner 3 fois plus de place à la mémoire du futur, qui deviendra ainsi très opérante. C'est celle qui te permettra de te développer. Et enfin, dans cette boîte à outils, je vais terminer par le point le plus délicat dans les techniques de résolution de problèmes, c'est faire face à une souffrance, à une perte, une déception amoureuse, un deuil, une séparation, une déstabilisation psychique. Donc, un premier modèle qui est très, très classique, c'est comment franchir la vallée du désespoir, c'est comment repérer les étapes dans lesquelles nous sommes. Eh bien, nous sommes montés dans un optimisme non informé qui fait qu'à un moment donné, il y a une rupture. On peut refuser cette rupture, on peut être dans le déni, puis après dans la colère, puis enfin dans la tristesse, dans les peurs. Et c'est le fond de la vallée. Et après avoir franchi ces étapes, on peut, avec un réalisme plein d'espoir, augmenter notre optimisme davantage informé. Alors que la première phase de la descente douloureuse est un pessimisme informé. Alors, cette descente peut être plus ou moins délicate et on peut avoir besoin d'aide pour être accompagné.
Et cet accompagnement est essentiellement une relation d'écoute et de soutien, mais certainement pas d'apport de solutions, car les solutions, c'est à chacun de les trouver pour rebondir. Alors, dans un cas de deuil très important, de souffrances très importantes qui peuvent profondément déstabiliser sur 3 à 4 années, suivant l'ampleur et la soudaineté de la séparation, quelques questions à se poser. Qui as-tu perdu? Questionner qui était cette personne, sa personnalité, ses qualités, ses défauts, et regarder ses photos, lui donner corps. Que s'est-il passé? Inscrire le drame dans un récit de vie, celui de l'avant et celui de l'après, se le raconter, le voir évoluer, l'écrire et le partager. Et ensuite, faire un petit bilan sur où en es-tu par rapport à cette grande souffrance. Est-ce qu'on prend soin du corps, sommeil, alimentation, activité physique, l'utilité pour la reconstruction? Cela demande de l'effort de ne pas se laisser aller. Maintien des relations sociales, trouver des alliés, garder à minima 3 à 4 personnes proches de soutien effectif. Parler des émotions, les partager, les écrire. Ne pas s'interdire de pleurer. La peur, la culpabilité, la colère, la tristesse, la déprime sont les étapes nécessaires de la vallée du désespoir pour pouvoir rebondir ultérieurement. Maîtriser éventuellement les enjeux financiers, développer le questionnement spirituel, et là nous le retrouverons aussi dans un support qui sera développé. Là encore, la vidéo posture des dents peut aider à comprendre comment aider ou comment s'aider soi-même. Et cette petite synthèse est la restitution d'un condensé des contributions de Christophe Fauré, psychiatre, réalisé à partir de ces vidéos accessibles sur YouTube. Voilà. Et là, bien, il y aura d'autres outils qui pourront venir peu à peu. Donc, je termine ici cette présentation du modèle de vie, de mon projet de vie, comment le penser, le construire et aussi, ce qui est très important, le formaliser pour le communiquer de manière synthétique. Donc, voilà la fin de cette présentation.